Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Chronique de Rhumato, le nouveau podcast de la Société française de rhumatologie. Je suis Marguerite de Rodelec, journaliste spécialisée dans la santé, et je suis ravie d'animer cette émission destinée à tous les soignants et tous les professionnels de santé. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne des millions de personnes en France. On estime que près de 40% des femmes ménopausées souffrent de douleurs articulaires et l'ostéoporose post-ménopausique touche près de une femme sur 3 après 50 ans. Pourtant, le lien entre hormones féminines et santé ostéo-articulaire reste insuffisamment abordé dans la pratique quotidienne. Pour échanger sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Odile Bagot, gynécologue obstétricienne, chroniqueuse au MAC de la santé et autrice de plusieurs ouvrages de référence, dont Ménopause, je traverse la tempête. Bonjour. Bonjour Marguerite. À mes côtés également mes deux chroniqueuses du jour, Célia Geisman, diététicienne spécialisée notamment en nutrition, en gynécologie obstétrique. Bonjour. Bonjour Marguerite. Et le professeur Christelle Darietor-Lafitte, rhumatologue, chercheuse au sein de l'unité Hermès et spécialiste des tendinopathies. Bonjour. Bonjour Marguerite. Odile, pour commencer, pourriez-vous nous rappeler ce qui se passe concrètement au niveau hormonal lors de la ménopause et pourquoi cette chute des œstrogènes a des conséquences si importantes sur le squelette ? On va déjà commencer par planter le décor, puisque la ménopause, c'est un diagnostic clinique. Une femme autour de 50 ans qui n'a plus ses règles depuis un an, on va pouvoir dire qu'elle est en ménopause confirmée. Inutile de faire des prises de sang pour ça. La cause de tous les maux, c'est effectivement la carence en œstrogènes. La femme va le remarquer dans les fameux troubles climatériques, les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, les troubles de l'humeur, du sommeil. Mais ce qu'elle ne va pas voir et qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les conséquences sur son système ostéo-articulaire, mais aussi sur le système cardiovasculaire, qui pourrait faire l'objet d'une autre chronique demain. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'os ? Les œstrogènes, pendant tout le temps de la vie génitale de la femme, vont avoir un effet inhibiteur sur les ostéoclastes. Or, quand ces œstrogènes vont disparaître, eh bien les ostéoblastes qui doivent refabriquer de l'os ne vont pas pouvoir compenser cette perte d'ostéoclastes. Et ça explique pourquoi on a une chute tellement importante de la densité minérale osseuse au moment de la ménopause. Du côté de l'articulation, c'est un peu moins connu et moins développé. C'est vrai qu'on sait qu'il y a des récepteurs aux œstrogènes dans les articulations. Et nous, en tant que gynécologues, on s'en est vraiment rendu compte chez les femmes qui étaient sous anti-aromatase, donc qui sont des très puissants anti-œstrogènes qu'on donne en cas de cancer du sein. Et l'effet secondaire le plus fréquent, ce sont des douleurs articulaires. Et des femmes à la ménopause peuvent aussi développer ce type de douleurs articulaires par carence d'œstrogènes. Et à quelle fréquence observez-vous des plaintes douloureuses articulaires chez vos patientes ? Alors ce ne sera pas forcément la plainte qui est la plus fréquente, je dirais à peu près une femme sur 10. C'est vrai, ce qu'elles vont nous présenter le plus souvent, eh bien, ça va être plutôt les problèmes de bouffées de chaleur. Mais ces plaintes sont tout à fait caractéristiques concernant ces douleurs qui surviennent en fait en début de ménopause. Dès le début, elles vont se dire, ces quelques patientes, tous les matins, j'ai mal un peu partout. Donc les douleurs vont être pluriarticulaires. Elles vont nécessiter un dérouillage matinal qui est tout à fait caractéristique. Et c'est vrai que ces femmes-là, et là c'est plutôt un diagnostic a posteriori, elles vont être complètement soulagées dès qu'on les mettra sous traitement hormonal. Odile, quand une patiente vous consulte avec des douleurs articulaires qu'elle attribue à la ménopause, quel est votre réflexe de prise en charge ? À quel moment adressez-vous au rhumatologue ? Alors, dans un premier temps, j'ai bien vérifié que c'est des douleurs qui sont typiques, comme je les ai décrites tout à l'heure, en particulier qu'on n'a pas une douleur qui soit limitée à une articulation, qui soit inflammatoire, avec un gonflement de l'articulation. Si c'est le cas, et si on n'a pas de contre-indication, la proposition du traitement hormonal de la ménopause est vraiment excellente à ce moment-là. Si ce n'est pas le cas, j'envoie chez le rhumatologue. Les études épidémiologiques montrent aussi une prévalence accrue de l'arthrose avec l'âge. Odile, en tant que gynécologue, avez-vous observé des situations dans lesquelles vous évoquez une arthrose ? Ah oui, alors surtout pour la coxarthrose. Alors ça, c'est un diagnostic gynécologique. Je m'amuse toujours parce qu'avec la coxarthrose, quand les femmes commencent à avoir vraiment des difficultés d'abduction, c'est moi qui vais poser l'indication de pose de prothèse parce que là, l'examen gynécologique est plus possible. Ce que j'observe quand même assez souvent, et je trouve plus ces derniers temps, sont quand même des femmes qui sont encore relativement jeunes, souvent en surpoids, et qui ont déjà des douleurs de gonarthrose. Ça, c'est assez fréquent, et parfois elles ont déjà des prothèses alors qu'elles ont à peine 50 ans.
En tant que diététicienne, je vois beaucoup de patientes qui s'inquiètent pour leurs os et à la ménopause. Quels sont les facteurs de risque au-delà des hormones que vous identifiez chez vos patientes en consultation gynécologique ? Alors ces facteurs de risque, je crois qu'il est important pour tout professionnel de santé de les connaître et ils sont parfaitement bien listés, donc je vais me permettre de les rappeler. Pour nous, c'est toutes les périodes où une femme n'aura pas bénéficié de ses œstrogènes. Par exemple, une ménopause précoce, une anorexie mentale ou une maigreur. Donc on a une carence en œstrogènes qui a déjà précédé la ménopause. Ensuite, on va s'intéresser évidemment aux antécédents. Un antécédent de fracture du col du fémur chez un parent du premier degré, la mère par exemple, est un facteur de risque d'ostéoporose. On va interroger la patiente pour savoir si elle-même a déjà fait une fracture pour un choc modéré ou si elle a perdu plusieurs centimètres de sa taille. C'est pour ça qu'il faut penser à mesurer les patients. Je crois que tout le monde ne le fait pas toujours. Très honnêtement, mon mari ne m'a jamais installé la toise dans mon cabinet. Je ne le fais pas, je plaide coupable. On va chercher aussi s'il y a une corticothérapie au long cours. Y penser par exemple les femmes avec un asthme. Elles ont souvent été soumises à la cortisone au long cours ou une maladie inflammatoire, bien sûr. Un tabagisme important, plus de 20 cigarettes, ça constitue un facteur de risque d'ostéoporose. Bon, des pathologies plus rares, les hypercorticismes, les hyperparathyroïdies. Et n'oublions pas les femmes sous anti-aromatase, où on fera systématiquement une mesure de la densité minérale osseuse. Concrètement, en consultation de gynécologie, est-ce que vous abordez la santé osseuse ? Et si oui, comment vous le faites ? Est-ce que vous prescrivez certains examens ? Alors, dans un premier temps, et c'est une partie très importante, on va s'intéresser aux antécédents, puisque j'ai bien dit que c'est vraiment par l'interrogatoire et l'anamnèse qu'on va savoir si cette femme est à risque. On va s'intéresser aussi à son mode de vie, savoir s'il a une activité physique régulière, savoir si elle a été très sédentaire dans sa vie, en particulier dans sa vie professionnelle, s'intéresser à son alimentation, en particulier en termes d'apport calcique et protéique, demander si elle a bénéficié. Ça se fait un peu plus aujourd'hui, mais ça ne se faisait très peu il y a une dizaine d'années, d'une supplémentation régulière en vitamine D. À partir du moment où on a identifié un facteur de risque dont je vous ai parlé tout à l'heure, on est tout à fait en droit et même en devoir de prescrire une mesure de la densité minérale osseuse. Si on ne se réfère qu'aux recommandations de la HAS qui conditionnent au demeurant le remboursement de cette DMO, je crois qu'on va rater pas mal de choses. Et aujourd'hui, les sociétés savantes, que ce soit du côté des gynécologues ou du côté des rhumatologues, nous encouragent, et je pense vraiment à juste titre, à demander plus largement des mesures de la DMO. Ce n'est pas un examen extrêmement cher, ça coûte 40 € et je crois que ça vaut la peine de le proposer aux femmes, même avec des facteurs de risque qui ne sont pas aussi évidents que cela. Et c'est vrai que chez certaines patientes, ça va être la petite chose qui va faire basculer vers le choix d'un traitement hormonal de la ménopause. Parfois, j'ai des patientes qui ont pas trop de troubles climatériques, qui ont encore, on en parlera ultérieurement, des appréhensions par rapport au traitement hormonal. Et le fait d'avoir une DMO et d'avoir un chiffre, souvent, ça va les convaincre que oui, ça vaut la peine de s'y mettre. Alors, j'ai face à moi 2 médecins qui prescrivent de la vitamine D. Mesdames, est-ce que je peux vous demander comment vous faites ? Allez, honneur à Christelle. Alors moi, globalement, j'utilise une ampoule par mois chez les femmes. Alors, il faut d'abord faire un dosage pour savoir si elles sont carencées ou pas. Souvent, elles le sont. Et puis, on a des protocoles de recharge, en fait, pour atteindre la cible de 30. Et ensuite, le traitement d'entretien, c'est une ampoule par mois de 50 000 unités que moi, je vais donner tous les mois de l'année au long cours. Il y a aussi des supplémentations possibles par des gouttes journalières. Mais c'est vrai que moi, pour l'instant, je suis plutôt restée sur les ampoules que je trouve finalement moins fréquentes. Merci d'avoir partagé ça. Alors pour ma part, j'avoue que les ampoules, je trouve que c'est pas bon. Donc j'ai goûté, j'ai pas aimé, j'ai eu du mal à les casser. Donc j'ai trouvé des petites capsules. Et les petites capsules, je les propose à mes patientes. Donc c'est l'équivalent en fait de 30 000. Je donne volontiers les 266 microgrammes de calcifédiol parce que c'est facile à prendre, parce que c'est délivré par 3. Elles sont pas obligées de courir tout le temps à la pharmacie. Et je leur autorise une petite pause les 3 mois d'été quand il y a du soleil. Et Célia, maintenant c'est à vous. Pour votre chronique, vous allez nous parler d'alimentation et de santé osseuse à la ménopause. C'est à vous. Merci Marguerite. La ménopause est une étape naturelle dans la vie d'une femme qui s'accompagne d'une chute importante des oestrogènes, passant d'un taux de 100% à 12% dès les premiers mois, accélérant la diminution de la masse osseuse et augmente donc le risque d'ostéoporose.
Heureusement, l'alimentation peut jouer un rôle essentiel pour préserver le capital osseux. Le nutriment indispensable est bien sûr le calcium. En temps normal, nous devrions assimiler 800 mg par jour. À la ménopause, ces objectifs sont revus à la hausse à 1200 mg par jour. Les produits laitiers restent la source la plus intéressante. Yaourt, fromage, lait de vache, de brebis ou de chèvre. Un bol de 250 mg ou de yaourt apporte environ 300 mg. Attention aux sources végétales étant moins bien absorbées par l'organisme. En effet, les oxalates et les phytates présents dans l'enveloppe des graines inhibent son assimilation. Il faut donc 400 g d'amandes ou purée d'amandes ou 3 kg d'épinards pour en absorber les 300 mg. Le calcium ne peut être correctement utilisé par l'organisme sans vitamine D qui favorise son absorption intestinale. Notre corps la fabrique en partie grâce à l'exposition au soleil, qui doit être limitée et protégée. Elle est aussi présente dans les poissons gras, mais cela est insuffisant et mal synthétisé. La supplémentation en vitamine D est primordiale. On comprend bien qu'une alimentation variée et équilibrée est nécessaire dans l'ostéoporose, mais aussi pour le maintien du poids. À la ménopause, le risque cardiovasculaire est plus élevé avec la hausse du LDL. On préconise alors une alimentation type méditerranéenne qui apporte une source intéressante d'oméga 3. De plus, un apport en protéines adaptées, 1 à 1,2 g par kilo et par jour, permet de prévenir la sarcopénie due à la perte musculaire de 30% dès la première année. On sait que les protéines sont essentielles à la construction et réparation du tissu osseux et contribuent à renforcer les muscles. Les viandes, volailles, fruits de mer et poissons restent les sources les plus intéressantes avec en moyenne 21 g pour 100 g. Attention, à nouveau aux sources végétales, elles ont une moins bonne digestibilité. Mais il existe la solution de la complémentarité des céréales, un féculent avec une légumineuse, qui va donc favoriser cette digestibilité. On évite bien sûr les produits ultra transformés ainsi que l'alcool et les sodas et on privilégie le fait maison. Le sel est un réel ennemi pour l'os, il entraîne la fuite du calcium. S'intéresser au mode de vie des patientes est important, comme l'a dit Odile, et notamment sur l'activité physique qui est essentielle pour renforcer les os en privilégiant les activités physiques avec un contact direct au sol et de travailler son équilibre pour limiter les chutes. L'alimentation a un réel rôle dans la prévention et le traitement de l'ostéoporose, ne la négligeons pas. Est-ce que je peux vous poser une question sur l'apport en calcium à partir des eaux minérales ? Et on peut retrouver effectivement du calcium dans certaines eaux minérales comme le Courmayeur et par un demi-litre équivaut aussi à 300 mg de calcium. Parce que souvent, les patientes sont plutôt intéressées, elles ont un peu peur des produits laitiers parce qu'elles ont aussi peur des calories que peuvent apporter les produits laitiers. Et c'est vrai que de leur recommander une eau minérale particulière ou de regarder la composition de leur eau du robinet, ça peut être un apport de calcium intéressant. Tout à fait. Il faut juste qu'elles vérifient bien effectivement au niveau des milligrammes de calcium. Qu'elles arrivent à la fin à 1200 mg par jour. Odile, on sait que 41% des femmes en transition ménopausique et jusqu'à 57% des femmes ménopausées rapportent des douleurs articulaires. Est-ce que c'est gynécologique ou rhumatologique ? En transition ménopausique, la carence en œstrogène n'est pas assez longue et persistante, à mon avis, pour donner des douleurs de type articulaire comme je les ai décrites dans l'épisode précédent. En période de ménopause, n'oublions pas que la ménopause, ça va de 50 ans jusqu'à nos derniers jours. Et donc, on va avoir une intrication des pathologies liées à l'âge et celles qui pourraient être liées aux carences œstrogéniques. Les tendons et le cartilage possèdent des récepteurs aux oestrogènes. Odile, du côté de la gynécologie, qu'est-ce que vous entendez comme plainte articulaire, tendineuse ou articulaire chez vos patientes ? Alors, les plaintes tendineuses, je les entends essentiellement chez les sportives. Parce que c'est des femmes qui faisaient du sport régulièrement déjà avant, parce que malheureusement, on ne s'invente pas sportif du jour au lendemain. Et elles se rendent compte qu'avec l'âge, je pense, beaucoup plus qu'avec la carence œstrogénique, et quand elles vont avoir une tendinopathie, elles vont mettre beaucoup plus de temps à récupérer. La localisation, elle dépendra du type de sport qu'elles font. Pour les douleurs articulaires, on l'a dit déjà plusieurs fois, pluriarticulaire, sans signe inflammatoire, sans gonflement. Donc effectivement, là, le traitement hormonal va venir pallier tout ça. Je reste quand même très attentive et peut-être que vous en parlerez tout à l'heure aux pathologies inflammatoires rhumatismales qui peuvent aussi toucher plusieurs articulations à cet âge-là. Qu'est-ce que j'entends le plus souvent ? Les femmes, elles se plaignent quand même parfois de rhizarthrose.
elles ont mal là, au niveau du pouce. Et puis, bien sûr, les coxarthroses et les gonarthroses, qui sont quand même relativement fréquentes. Au moindre doute, parce que les autres pathologies, je les connais moins bien en rhumato, je l'envoie au rhumatologue. Effectivement, il faut sans doute évoquer la polyarthrite rhumatoïde puisqu'elle débute habituellement autour de 50 ans. Donc effectivement, il ne faudrait pas la confondre avec ces douleurs articulaires liées à la ménopause parce que c'est aussi effectivement des douleurs volontiers nocturnes avec un dérouillage matinal. En tout cas, c'est certain que si on observe des gonflements articulaires, notamment au niveau des mains par exemple, il faut absolument que le patient soit adressé en rhumatologie où j'imagine si les douleurs ne cèdent pas avec le traitement hormonal éventuellement, de se poser la question d'un autre diagnostic éventuel, puisqu'effectivement, là, on est sur les mêmes périodes de temps, finalement. Avez-vous constaté un lien entre l'alimentation, la prise de poids à la ménopause et l'apparition de ces douleurs tendineuses chez vos patientes ? J'aimerais juste remettre quelque chose un peu au clair par rapport à cette prise de poids, soi-disant, à la ménopause. Si on regarde l'évolution du poids chez les femmes, elles n'ont pas un poids normal, elles ont 50 ans, plus de règles et elles prennent 10 kilos. C'est pas comme ça que ça se passe. On a effectivement une augmentation progressive du poids à partir de 40-45 ans et on le ressent vraiment autour de la ménopause. La cause principale, elle n'est pas liée à la carence d'œstrogène, elle est essentiellement liée à la sarcopénie, à la perte de la masse musculaire. Et ça, il faudrait peut-être le dire plus souvent aux femmes parce que cette sarcopénie, elle va avoir des retentissements ostéo-articulaires. On sait que, la tension du muscle sur l'os, ça va participer aussi à sa calcification. On sait aussi que quand on a une musculature suffisamment développée, qu'on est âgé, on aura moins de chutes. On sait aussi qu'on a une stabilisation de l'articulation. Donc, tout ce qui va favoriser la moindre perte musculaire, parce que prendre du muscle, c'est très compliqué. En particulier, les apports protéiques restent très importants pour moi. Ensuite, cette prise de poids, il est clair que, je dis souvent à mes patientes, si on bouge pareil, si on mange pareil à 40 ans, on va prendre du poids. C'est inéluctable, les études le montrent. La carence œstrogénique va jouer peut-être un petit peu sur la répartition des graisses. C'est-à-dire dans la partie supérieure du corps, on ne va pas prendre, mais la jolie taille fine de guêpe qu'on avait parfois, va disparaître. On a quand même une accumulation de graisse au niveau de la ceinture abdominale et en intra-abdominal. Donc ça, c'est vraiment en corrélation poids, santé ostéo-articulaire, sarcopénie. Maintenant, concernant les tendinites, je leur rappelle quand même combien il faut s'hydrater davantage. Pendant l'effort, après l'effort aussi. Alors bon, il y a la question, parce qu'elles en parlent, de l'alimentation anti-inflammatoire. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes deux chroniqueuses. Moi, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, l'alimentation de type méditerranéen, le modèle méditerranéen est vraiment mis en avant pour tout ce côté autour du poids, des risques cardiovasculaires, etc. Donc moi, je vais beaucoup sur le modèle type méditerranéen. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment le type de régime qu'on recommande à nos patientes, même s'il n'y a pas d'études, en tout cas moi, dédiées dans le domaine des tendinopathies. Odile, quelles sont les localisations des tendinopathies dont se plaignent vos patientes ? Ça dépendra beaucoup du sport qu'elles font. Le pied, la cheville, quand elles font plutôt de la course à pied. L'épaule, quand elles sont nageuses comme moi, et c'est très énervant. Le coude pour les joueuses de tennis. Et puis, j'ai quand même observé, alors peut-être Christelle saura nous dire, est-ce qu'il y a plus de capsulite rétractile avec l'âge ? Alors, c'est très féminin, je crois. On observe à tout âge, effectivement. Je ne sais pas si on a plus autour de cette période, mais j'ai déjà effectivement constaté chez certaines patientes. Bon, est-ce que c'est le hasard ou pas ? Et puis quand même, il y a aussi, en plus du lien avec l'activité sportive, bien sûr, le lien avec l'activité professionnelle, puisque on voit beaucoup de tendinopathies des membres supérieurs, notamment pour les femmes qui ont des gestes répétitifs. Donc là aussi, c'est des atteintes beaucoup des épaules, éventuellement des coudes, des poignets. Mais voilà, le contexte sportif, certainement, le contexte professionnel, effectivement, également dans ce contexte. Certaines patientes me demandent si des compléments alimentaires peuvent soulager leur douleur articulaire. Odile, qu'en pensez-vous du point de vue médical ? Qu'est-ce que vous recommandez à vos patientes en première intention ? Alors, le marché des compléments alimentaires, c'est énorme. C'est énorme et les patientes risquent de céder un petit peu à leur sirène. Mais je crois qu'on va commencer par tout bêtement les conseils d'hygiène de vie. Que ce soit l'alimentation dont vous avez largement parlé avec les apports calciques, protéiques, le maintien du poids, l'hydratation et aussi, donc l'activité physique. Sans oublier, dans les bons conseils, va y avoir quand même le traitement hormonal de la ménopause.
Les compléments alimentaires, on n'a pas beaucoup d'études qui soient vraiment fiables par rapport à ça. Souvent, ils procèdent par allégation. On dit, voilà, il y a une allégation qui dit que ça pourrait peut-être être utile. Il y a des compléments alimentaires dans lesquels il y a des petites quantités de vitamine D, mais ça ne dépasse jamais les AQR et ça ne suffit pas toujours. Il y a peut-être un complément alimentaire qui peut être intéressant parce que là, on a effectivement des études, c'est la créatine. La créatine va permettre quand même d'augmenter la masse musculaire et, comme on le disait, lutter contre la sarcopénie, c'est quelque chose qui est important. Quel rôle joue l'activité physique dans la prise en charge des douleurs dont on parle? Est-ce qu'il y a des activités à privilégier ou au contraire à éviter? Alors, ce qui est important, et je pense que ma collègue rhumatologue va le confirmer, c'est que de continuer à bouger dans les limites de la douleur. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Quand j'étais jeune médecin, il y a donc fort longtemps, les tendinopathies, on les mettait au repos. Maintenant, on continue à bouger dans les limites de la douleur, et je crois aussi que pour l'arthrose, ça va quand même vasculariser un peu cette articulation quand on peut le faire. Donc, on continue à bouger. Le mouvement, c'est la vie. Et puis, on sait aussi que le mouvement, en particulier en isométrie, donc la musculation en isométrie, ça veut dire qu'on va épargner quand même l'articulation, on ne bouge pas. On va faire, ça va permettre donc d'avoir cet effet aussi sur l'os au point de vue calcification. Autant faire d'une pierre deux coups quand on a des douleurs ou une tendinopathie. Marcher par exemple avec des bâtons de marche, ça va nous faire des petits impacts au niveau du poignet et ça va nous le calcifier par exemple en prévention de la fracture de pouce-au-col. Donc je dirais l'activité physique, et ne parlons pas de sport parce que si on dit sport ça fait peur. Les femmes ont peur, moi j'ai jamais fait de sport, je peux faire du sport. L'activité physique isométrique, douce, mais régulière. On dit 30 minutes par jour, tous les jours. C'est bien mieux que de rien faire de la semaine et se faire un marathon le week-end. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. L'activité physique, oui, adaptée aux douleurs, effectivement. Très importante, effectivement, notamment dans l'arthrose, pour maintenir la souplesse en fait, des articulations, ce qui est important pour finalement qu'il y ait moins de symptômes et de gêne au quotidien. Donc, on encourage les femmes à faire de l'activité. Maintenant, il y a pas mal aussi d'associations qui font de l'activité physique adaptée. Donc ça peut être tout à fait aussi une bonne manière, finalement, de s'y mettre ou de s'y remettre et de le faire, finalement, dans un milieu un petit peu encadré. Eh bien d'ailleurs, Christelle, je vous laisse le micro parce que c'est l'heure de votre chronique et vous allez nous parler des tendinopathies et des douleurs articulaires chez la femme. On va voir votre regard de rhumatologue à ce sujet. Donc la question qui se pose souvent, c'est y a-t-il plus de tendinopathie après la ménopause? Donc la réponse est oui, mais il n'est pas démontré que ceci soit lié à la carence œstrogénique, puisque le facteur confondant majeur dans ce cas, c'est l'âge. Il y a effectivement plus de tendinopathie avec l'âge. Alors comme on l'a dit au préalable, on sait qu'il y a des récepteurs aux oestrogènes sur les tendons, mais il y en a finalement aussi bien chez l'homme que chez la femme, sans différence en fait significative entre les deux sexes. Alors, on peut s'aider pour essayer de comprendre l'effet de la carence en œstrogène des modèles animaux ou des expérimentations, comme on dit, in vitro. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement quand on enlève les œstrogènes? Alors oui, il semblerait qu'il y ait des effets négatifs sur le tendon, avec un tendon qui va finalement être moins résistant, qui va synthétiser moins de collagène, donc moins renouveler sa matrice, et puis qui va moins bien cicatriser. Mais ça, c'est des données en fait obtenues en laboratoire. Quand on regarde les données chez l'homme, finalement, elles sont assez faibles et on ne sait pas finalement est-ce qu'il y a un effet bénéfique de la supplémentation justement par le THM sur les tendons. On ne peut pas dire aujourd'hui si c'est bénéfique ou pas, s'il y a un intérêt en tout cas spécifique sur cet aspect-là. Il y a clairement un gros besoin de mener des études en fait dans ce domaine qui est vraiment largement sous-étudié quand on regarde les données de la littérature médicale. Donc, je rappelle effectivement quand même que chez la femme et l'homme, les facteurs de risque principaux des tendinopathies, c'est effectivement l'âge et la surutilisation. On l'a déjà abordé, mouvements répétitifs, que ce soit l'activité physique, sportive ou encore les activités professionnelles. Et donc, effectivement, voilà, plus on avance en âge, plus on a de risques. Mais chez la femme, est-ce qu'il y a un surrisque lié à la ménopause? En tout cas, le message est que ce n'est pas établi aujourd'hui. Odile, le traitement hormonal de la ménopause est le seul traitement ayant démontré une efficacité en prévention primaire des fractures ostéoporotiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces indications et ces mécanismes d'action sur l'os ?
Alors, le traitement hormonal de la ménopause, il faut savoir que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la HAS ne le recommandait que chez les femmes qui avaient des bouffées de chaleur très invalidantes. On avait complètement oublié la prévention primaire. Aujourd'hui, effectivement, puisque les œstrogènes vont freiner l'activité des ostéoclastes, il est évident qu'il y a un intérêt très important à pouvoir donner ces œstrogènes en prévention primaire chez les femmes à risque. Sachant que les femmes à risque, il faut peut-être aller chercher un peu plus que juste l'interrogatoire avec une DMO pour les dépister à temps. Et puis, le traitement hormonal de la ménopause a maintenant une indication officielle dans le traitement d'une ostéoporose confirmée. Odile, chez une femme ménopausée qui présente à la fois des troubles climatériques et des facteurs de risque osseux, comment intégrez-vous le bénéfice osseux dans votre décision à prescrire ce THM ? Alors, le bénéfice osseux, il est évidemment pour celles que j'aurais dépistées comme étant à risque. C'est aussi le petit plus quand une femme a quand même un trouble, disons, une baisse de sa qualité de vie à cause du traitement hormonal. Si elle a des risques cardiovasculaires, parce qu'il faut toujours la voir de manière globale. Ne pas oublier aussi qu'une femme ménopausée, si ses bouffées de chaleur vont finir par disparaître ou elle peut éventuellement s'y faire, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on a une altération de tout le tractus urogénital avec la sécheresse vaginale. Et ça, c'est inévitable. Donc, quand on voit tous ces petits signaux, souvent, le fait de pouvoir voir ce fameux chiffre sur l'os, ça va décider les femmes. Donc, ça va bien pour les femmes qui hésitent pour le traitement hormonal. Maintenant, quand on a une ostéoporose qu'on a trouvée à la DMO, moi, j'envoie au rhumatologue et on discute de concert en fonction de l'âge de la femme, qu'est-ce qu'on va lui proposer. En complément du THM, quelles sont les recommandations nutritionnelles que vous donnez à vos patientes, Odile ? Alors, évidemment, les apports classiques, les apports protéiques et puis la supplémentation en vitamine D. Donc, chacun à sa guise. Vraiment, chercher l'observance. L'observance, ça dépend. Il y en a qui aiment bien les petites gouttes tous les jours. Il y en a qui... alors, quand même, les traitements à 3 mois, je crois que c'est peut-être pas idéal, mais bon, le traitement mensuel, ça peut être pas mal. Et est-ce que vous observez une amélioration des douleurs articulaires chez vos patientes sous traitement hormonal ? Quand c'est des douleurs en tout début de ménopause qui touchent toutes les articulations avec le dérouillage vaginal, c'est clair et net. C'est vraiment, c'est immédiat. Hein. C'est très, très, très impressionnant. Et si elles arrêtent le traitement, parce que parfois elles se disent « Oh, j'en ai assez, j'arrête », alors ça recommence. Hein. En revanche, les douleurs plutôt de type arthrosique, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on voit vraiment une amélioration, si ce n'est que si elle dort mieux, si elle est une meilleure humeur, elle supportera peut-être mieux ses douleurs d'arthrose et puis elle ira peut-être bouger un petit peu plus et puis sortir et marcher. C'est vraiment, il faut le voir de manière globale. Odile, quand je vois une patiente avec des douleurs articulaires liées à la ménopause, où la question du THM se pose, alors quelles sont aujourd'hui les contre-indications absolues et relatives de ce THM et comment gérez-vous la balance bénéfice-risque ? Alors déjà, quand aujourd'hui ça va un peu mieux, mais il faut déjà faire preuve de beaucoup de pédagogie parce qu'on a un très lourd passif depuis les années 2000 avec les études WHI en particulier qui ont mis un frein terrible au traitement hormonal de la ménopause qui nous vaut des fractures du col du fémur maintenant. On a une chance en tant que gynécologue. En 2021, le Collège national a écrit des recommandations pour la pratique clinique en faisant une extraordinaire revue de la littérature. Donc aujourd'hui, on est absolument en capacité, quel que soit, je dirais, le médecin, de pouvoir rassurer les femmes à la fois sur les risques et sur les bénéfices. Qu'est-ce qui va nous rester comme contre-indication ? La contre-indication principale, c'est un antécédent personnel, pas des antécédents familiaux, comme elles le croient souvent les femmes, un antécédent personnel d'un cancer hormonodépendant. Ça concerne essentiellement le cancer du sein parce que, d'abord, il y en a 63 000 par an en France, donc ça concerne beaucoup de femmes. Et une bonne partie a déjà été concernée par ce cancer alors qu'elle n'était pas encore en ménopause ou en début de ménopause. Pour l'endomètre, c'est différent. Il est beaucoup plus tard, donc ce n'est pas une population de femmes qui aurait été éligible à un traitement hormonal de la ménopause. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes ? Donc, contre-indication aussi, qui est noté comme absolu dans le Vidal, c'est un antécédent de maladie thromboembolique veineuse, bien que quand on fait la littérature et qu'on regarde les recommandations donc du collège, une femme qui a juste une thrombophilie ou qui a fait une phlébite dans des conditions particulières postpartum ou sous plâtre n'est pas forcément exclue du traitement hormonal de la ménopause. Alors, quels sont les bénéfices ? Les bénéfices, ils sont évidents en termes de qualité de vie. Pas de bouffée de chaleur, pas de syndrome génito-urinaire de la ménopause,
une amélioration du trouble de l'humeur sous réserve qu'il soit lié à la ménopause. Parce qu'on peut aussi avoir des ennuis avec ses jeunes ados ou ses parents trop vieux et pas être de bon poil, c'est pas la ménopause. Hein. Mais sinon, sur les troubles du sommeil aussi, qui sont souvent liés au fait aussi aux bouffées de chaleur, l'amélioration de ces fameuses douleurs articulaires. Donc là, en qualité de vie, c'est évident. Maintenant, en termes de prévention de santé en général, donc la prévention de l'ostéoporose, enfin vraiment une diminution importante de la masse osseuse, de la perte de la masse osseuse, ça c'est important, et aussi des bénéfices en termes de santé cardiovasculaire, puisque les œstrogènes vont avoir un effet, je dirais, sur la paroi vasculaire qui vont l'assouplir, et ça a aussi un effet sur le profil lipidique. Donc on a une prévention à la fois de l'athérome et de l'athérosclérose. Donc on a un bénéfice cardiovasculaire qui est tout à fait net. On a aussi un bénéfice, dirons, sur les fonctions cognitives, mais il peut être lié aussi au fait qu'on aura moins de problèmes d'athérosclérose cérébrale. Donc les bénéfices qu'on ne connaît pas, et ça étonne toujours les patientes, et ça le collège l'a bien montré aussi, c'est qu'on a une diminution de l'incidence des cancers digestifs. Les gens ne le savent pas, ça. Cancer du côlon, c'est tout à fait net. Mais aussi l'estomac, le foie, le pancréas. Donc ça les surprend souvent. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme risque ? Le seul risque prouvé, et qu'on ne connaît pas non plus très bien, c'est le risque de cancer de l'ovaire. Là, on a du foie 1,5. Mais à choisir entre diminuer le risque des 20 000 cancers du côlon chez la femme par an ou le risque des 5 000 cancers de l'ovaire, on peut vraiment y réfléchir par rapport à ça. Les deux grandes questions qui avaient été soulevées par les études américaines et britanniques du début des années 2000, c'était le risque de cancer du sein et le risque cardiovasculaire. Le risque cardiovasculaire, ça, les femmes n'y pensent pas tellement. Elles n'ont pas tellement peur de ça parce qu'elles pensent que voilà, les femmes n'ont pas de problème de cœur. Elles se trompent, certes. Il est réglé, ce risque-là, dans la mesure où on va utiliser des œstrogènes bioidentiques et par voie transcutanée. Dans ces conditions-là, on n'augmente pas le risque vasculaire, on le diminue. Maintenant, le problème du sein, ça fait vraiment très peur. Et il y a des femmes qui, même si on leur donne toutes les explications, resteront réticentes par rapport au cancer du sein. On a parfaitement démontré que dans le traitement hormonal, si on utilise de la progestérone bioidentique, donc dite micronisée, on n'augmente pas le risque de cancer du sein les 5 premières années. Ça ne diminue pas le risque non plus. On a aussi le risque d'avoir un cancer du sein, mais en même proportion, qu'on ait un traitement hormonal ou pas. Mais on peut comprendre les femmes, puisque une femme qui est sous traitement hormonal et qui fait un cancer du sein, on va lui dire « arrêtez tout de suite votre traitement ». Votre cancer du sein, en plus, on va dire il est hormonodépendant. Pour nous, on sait que c'est plutôt une bonne nouvelle, il a juste des récepteurs aux œstrogènes. Mais la femme, elle va comprendre quoi ? Là, c'est à cause des hormones que j'ai eu ce cancer du sein. Donc, ça va être très difficile de leur expliquer que le traitement hormonal n'augmente pas le risque de cancer du sein. Et pourtant, c'est une réalité épidémiologique. Au-delà de 5 ans, on a une petite, sur la plupart des études, une petite augmentation du risque, mais de l'ordre de fois 1,1, 1,2, qui est d'ailleurs remis en question par Marc Espiès, c'est probablement moins que ça. Donc, on peut rassurer les femmes. La mortalité, même dans les études des années 2000, est diminuée quand on est sous traitement hormonal. Pour les patientes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas prendre de THM, quelle alternative non hormonale existe pour protéger les os et les articulations ? Alors déjà, on va essayer d'arriver à la ménopause avec des os en béton armé. Autrement dit, on ne se réveille pas à la ménopause en disant « tiens, je vais peut-être commencer à faire un petit peu d'activité physique et puis je vais regarder ce que j'ai dans mon assiette ». Donc, il faut vraiment commencer ça bien avant. On ne va pas changer sa génétique. Donc ça, c'est incontrôlable. C'est quand même une bonne part génétique aussi dans l'ostéoporose. Et puis, toujours sur le mode de vie, le tabac. Quand même, ça c'est quelque chose, c'est un toxique dont on pourrait vraiment se passer, mais il faut y penser tôt aussi. Le contrôle de l'IMC dans tous les sens, dans le sens trop peu, puisque ça facteur le risque d'ostéoporose, et trop par rapport au risque d'arthrose, en particulier au niveau des membres inférieurs. Évidemment, si on est en présence d'une ménopause précoce, là, c'est une faute de ne pas la traiter. Ça, c'est vraiment... Pour convaincre les femmes, c'est facile. Je dis, si vous avez un diabète, vous n'avez plus d'insuline, si on ne vous en donne pas, vous êtes mort. Si vous avez une ménopause précoce, on ne vous donne pas d'œstrogène, c'est vraiment une hypothèque énorme sur votre qualité de vie, sur votre vie après. Donc, on arrive quand même à les convaincre. Donc, l'activité physique, un peu comme on l'a décrite, le pilate, c'est très intéressant par rapport à ça. En plus, ça permet du gainage. Et bien sûr, cette fameuse supplémentation en vitamine D.
Eh bien, nous arrivons à la fin de cet épisode de Chronique de Rhumato. Un grand merci à notre invité. Avec grand plaisir. Merci aux chroniqueuses du jour. J'espère que cet épisode vous a plu. Oui, merci, pour Merci l'invitation. également. Bravo à toutes les deux pour vos chroniques. Chères auditrices, chers auditeurs, eh bien, j'espère aussi que cet épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Chronique de Rhumato.